la disparité qui existe entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est explicite et spectaculaire. Il y a en Afrique de l'Ouest, je pense, une vivacité en ce qui concerne la critique et le débat politique qui est réel, alors qu'en Afrique centrale, tout est parasité. Je vous donne un exemple très simple. Au Cameroun du président Paul Biya, la conférence sur le franc CFA a été interdite alors que c'était dans un lieu privé, dans un restaurant, et ils ont évoqué le motif saugrenu de risque de trouble à l'ordre public, alors que c'était dans un lieu privé, et que personne n'allait commettre une quelconque j'ai envie de dire, infraction. Donc il y a une hyper-susceptibilité. Il y a 3 semaines, on était arrêté par les services secrets, pas forcément les plus outillés, mais les services secrets du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'on faisait une conférence de presse sur le franc CFA. Il y a une panique. Aujourd'hui, avec malheureusement Internet, les choses ne sont plus secrètes. Le peuple est au courant, le peuple est renseigné. Comme je le disais tout à l'heure lors de notre conférence mobilisation, le peuple est informé. Ces accords de coopération qu'on appelle, nous, accords de colonisation, permettent à la France d'être priorisée sur un certain nombre d'aspects. Comment peut-on expliquer, par exemple, qu'aujourd'hui, le représentant du Trésor français puisse siéger aux réunions de la Banque centrale des États d'Afrique centrale? C'est un scandale. Qu'il ait le droit de veto, c'est un scandale. Comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui que 50% des réserves de change, avant c'était secret, maintenant ça ne l'est plus, d'accord, sont reversées sur un compte d'opération donc du Trésor français? 50% des réserves d'échange émanant de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Ce n'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'impossible à tolérer pour notre génération. Comment l'oligarchie française peut reconnaître que ces démarches ne sont pas normales en Afrique de l'Ouest et ferme les yeux en ce qui concerne ces démarches en Afrique centrale? Et nous disons que ce qui n'est plus valable en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de raison que ça ne soit plus, que ça soit encore valable, excusez-moi, en Afrique centrale. L'Union africaine, malheureusement, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je pense qu'il faut qu'on le dise. L'Union africaine n'a plus de résonance au sein des populations. Le capitalisme au XXIe siècle a connu une mutation et est rentré dans une forme de dérégulation extrême. Le capitalisme était déjà problématique par essence, mais a connu sa mutation ultime à travers le néolibéralisme, à la fois économique et sociétal. Et aujourd'hui, l'élite néolibérale est la puissance ultime coloniale. Kémy Séba a repris en force ses mobilisations anti-franc CFA. Et durant son passage au Tchad, il a raisonné fort. Parler au nom des peuples sous colonisation via cette monnaie ou encore d'autres méthodes de soumission. Dans les différentes luttes de libération qu'on observe en Afrique, il est impossible d'ignorer cette monnaie qui nous détruit. Donc, dans une interview, il va répondre avec brio aux questions qui lui sont adressées et donner une leçon d'économie, de logique et de bon sens aux Africains perdus dans un brouillard de mensonges. Toujours dans sa volonté de lutter pour les opprimés, il ne mâche pas ses mots, il parle avec clarté. Nous devons vivre libres, sans discrimination aucune. Et pour cela, le franc CFA est une matrice du système néocolonial, un système qui a été enraciné pour enchaîner l'Afrique dite entre guillemets francophone, et s'attaquer à cet aspect-là, c'est s'attaquer au système tout entier. Parce que celui qui vous dirige sur le terrain économique vous dirigera sur le terrain politique. Il nous expliquait déjà qu'il est bien arrivé au Tchad le 3 mai dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour la journée internationale contre le franc CFA pour la rupture des accords coloniaux. Le front anti-franc CFA se mobilise donc pour l'occasion. Et il avait déjà partagé sur ses réseaux sociaux le fait qu'il y avait une mobilisation globale du front anti-franc CFA le 3 mai. Voici les personnes qu'il a mobilisées durant sa visite au Tchad. C'est un événement public qui a rassemblé un certain nombre de personnalités. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'il a poursuivi avec une conférence au Bénin. Preuve d'une détermination sans faille. Le thème au Bénin, c'était le franc CFA et les accords coloniaux, 2 points, outils de dépendance ou levier de développement. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview et le brio de son développement. Plus de 6 décennies après les indépendances, plusieurs anciennes colonies françaises utilisent encore le franc CFA. Comment expliquer cette situation? On est dans la survivance d'un système néocolonial qui ne veut pas cesser de vivre, qui veut continuer plus que jamais à exister, parce que la domination et le rang mondial de l'oligarchie française dépend en réalité de sa capacité à assujettir sur le terrain économique, politique et autres ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, encore malheureusement c'est précaré. Mais il y a un réveil générationnel.
que nous incarnons avec d'autres. Un réveil générationnel qui pousse une partie importante de la population d'Afrique, entre guillemets, dite francophone, à aller vers la voie de l'autodétermination. Notre ONG Urgence panafricaniste a été la structure qui a plus que jamais revitalisé la question de la souveraineté monétaire au XXIe siècle, en organisant dès 2016-2017 des mobilisations contre le franc CFA, d'accord, pour la souveraineté monétaire, contre la rupture des accords coloniaux, pour la fin des bases militaires, et par la suite un certain nombre de choses ont pris. Donc nous sommes confiants, ça fait 10 ans que notre organisation a été créée, en 2015, et pour les 10 années, nous avons décidé plus que jamais de remettre au centre des enjeux, des débats, la question de la nécessaire abolition du franc CFA et du changement paradigmatique sur le terrain économique. D'accord, vous venez de dire qu'il y a eu une autodétermination. Alors dites-nous, existe-t-il selon vous des accords secrets ou méconnus qui lieraient la France et les pays de la CEMAC et qui orientent les choix économiques des pays qui ont encore le franc CFA comme monnaie officielle? Aujourd'hui, avec malheureusement Internet, les choses ne sont plus secrètes. Le peuple est au courant, le peuple est renseigné. Comme je le disais tout à l'heure lors de notre conférence mobilisation, le peuple est informé. Et les accords, par exemple, de coopération sur le terrain militaire ou sur le terrain monétaire avec la question du franc CFA, qui poussent les nôtres et certaines élites africaines, certaines je dis bien, à agir en étant comme, entre guillemets, tenus en laisse politiquement, cela entraîne un processus quelque part de soumission, et que certains qualifieraient de soumission, de servitude volontaire, un petit peu comme le caractérisait, le qualifiait la Boétie en ce qui concerne cette réalité. Ces accords de coopération, qu'on appelle nous accords de colonisation, permettent à la France d'être priorisée sur un certain nombre d'aspects, sur le terrain de justement la coopération militaire, sur le terrain justement de la coopération monétaire. On est au XXIe siècle. Comment peut-on expliquer par exemple que aujourd'hui le représentant du Trésor français puisse siéger aux réunions de la Banque centrale des États d'Afrique centrale? C'est un scandale. Qu'il ait le droit de veto, c'est un scandale. Comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui que 50% des réserves de change, avant c'était secret, maintenant ça ne l'est plus, d'accord, sont reversées sur un compte d'opération donc du Trésor français? 50% des réserves d'échange émanant de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Ce n'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'impossible à tolérer pour notre génération. Et c'est dans ce cadre-là, en réalité, que nous nous situons. Alors, Monsieur le Président, certains observateurs estiment qu'une rupture brutale avec le franc CFA pourrait exposer des pays comme le Tchad, qui n'a presque pas de produits d'exportation en dehors du coton et du pétrole. Est-ce qu'il ne faille pas préparer d'abord ces pays à cette éventualité? Mais personne n'a jamais parlé de rupture brutale. J'ai commencé ce combat depuis 26 ans. En 26 ans, j'ai eu le temps de faire des enfants, j'ai eu le temps de bâtir une famille. Personne ne parle du fait de rompre les choses brutalement, mais il faut qu'on soit dans une dynamique prospectiviste et qu'on soit dans une démarche de comprendre que si on veut bâtir demain, on doit le commencer et le travailler aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest, on a quand même réussi à effectuer et à obtenir un certain nombre de changements structurels. Certains pourraient dire que ce n'est pas assez, mais ce sont des victoires historiques. Suite aux mobilisations de l'ONG Urgence panafricaniste et du front anti-CFA que nous avons constitué intégralement, jusqu'à preuve du contraire, le compte d'opération en Afrique de l'Ouest a été fermé. Et 50% des réserves de change qui a été reversées sur le compte d'opération de la Banque de France a été clôturé, et ces 50% des réserves de change ont été renvoyées à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le fruit de nos mobilisations et du pressing que nous avons réussi à organiser vis-à-vis de la puissance, entre guillemets, néocoloniale et de ses affidés. D'autre part, le représentant du Trésor français, aujourd'hui, suite à nos mobilisations, n'a plus le droit de siéger au sein des réunions de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a une question que je me pose en toute logique, parce que j'essaie d'être le plus rationnel possible sur la question politique. Comment l'oligarchie française peut reconnaître que ces démarches ne sont pas normales en Afrique de l'Ouest et ferme les yeux en ce qui concerne ces démarches en Afrique centrale? Eh bien, vu qu'il y a une sorte de cécité émanant des autorités françaises en ce qui concerne ces injustices sur le terrain structurel, en ce qui concerne la gestion de la monnaie, eh bien nous déplaçons maintenant aussi en Afrique centrale et nous disons que ce qui n'est plus valable en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de raison que ça ne soit plus, que ça soit encore valable, excusez-moi, en Afrique centrale. Je terminerai en disant qu'il y a un élément fondamental que nous stigmatisons parce que nous voulons un changement dessus et nous sommes nombreux à le vouloir, d'accord ?
la parité fixe à l'euro est un gros problème pour les économies africaines. Le fait que notre monnaie soit adossée à l'euro, quand on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, cela anéantit tout processus de compétitivité. Et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. C'est quelque chose que l'on doit corriger. Et c'est pour ça que nous voulons un taux de change flexible, arrimé à un panier à devises, pour être en adéquation avec la fluctuation de nos économies. C'est une démarche saine, c'est une revendication responsable. Et comme le disait notre conseiller, décidément, excusez-moi, et comme le disait notre conseiller en économie au sein de l'ONG Agence panafricaniste, en l'occurrence notre aîné et grand frère, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly, agrégé en économie, cette revendication est une revendication fondamentale. Nous sommes nombreux à vouloir aujourd'hui un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Donc nous nous battons pour ça. Nous savons que le gouvernement français ne veut pas ça parce qu'en réalité, cette fixité vis-à-vis de l'euro arrange les entreprises françaises, mais malheureusement défavorise les économies africaines. C'est important qu'on puisse le préciser. Justement, le gouvernement français ne veut pas cela, mais grâce à votre pressing, vous venez de dire que vous avez réussi à apporter un changement structurel, mais également, je voudrais souligner un aspect où la France a officiellement entamé également une réforme avec la mise en place de l'éco en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette évolution, on ne la ressent pas en Afrique centrale? Alors déjà, c'est important qu'on précise, la France n'a pas effectué une réforme en ce qui concerne l'éco. La France a fait ce que l'on appelle du piratage économique et industriel en volant le nom de la monnaie éco qui était à la base un projet de la CEDEAO qui date des années 80 qui voulait créer une monnaie commune à taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Macron, suite à notre pression populaire, d'accord, a décidé d'accepter de fermer le compte d'opération, de reverser les 50% de réserves de change à la Banque centrale, mais il a gardé la fixité à l'euro. Et il veut en réalité maquiller le franc CFA. Il a volé le nom ECO, il a dit bon, on va créer une nouvelle monnaie. Il l'a fait avec le président Alassane Ouattara et par ailleurs avec son ami Patrice Talon. Il a dit on va créer une nouvelle monnaie, mais cette monnaie c'est comme une sorte de franc CFA déguisé, qui en effet n'a plus deux aspects de ce que nous critiquions violemment, reconnaissons-le, mais qui a encore cette fixité à l'euro parce qu'il a besoin de cette fixité pour arranger les entreprises françaises. Eh bien, donc ça déjà, c'est important qu'on le dise, que lui-même fait du piratage en ce qui concerne la véritable monnaie éco, telle que voulue par les peuples et par un certain nombre de dirigeants au sein de la CEDEAO. Ça, c'est important qu'on le dise, surtout dans la zone anglophone. L'autre point qui est important à mon sens d'être précisé, c'est la disparité qui existe entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est explicite et spectaculaire. Il y a en Afrique de l'Ouest, je pense, une vivacité en ce qui concerne la critique et le débat politique qui est réel, alors qu'en Afrique centrale, tout est parasité. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons organisé aujourd'hui avec succès, c'est une grande joie, une mobilisation internationale contre le franc CFA et pour la rupture des accords coloniaux. Il y a des pays où la police est pour ces simples réunions sur le franc CFA. La police est venue, d'accord, et a interdit les mobilisations. Au Cameroun, du président Paul Biya, la conférence sur le franc CFA a été interdite alors que c'était dans un lieu privé, dans un restaurant, et ils ont évoqué le motif saugrenu de risque de trouble à l'ordre public, alors que c'était dans un lieu privé, et que personne n'allait commettre une quelconque, j'ai envie de dire, infraction. Donc il y a une hyper-susceptibilité. Il y a 3 semaines, on était arrêtés par les services secrets, pas forcément les plus outillés, mais les services secrets du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'on faisait une conférence de presse sur le franc CFA. Il y a une panique des oligarchies en Afrique centrale. Je suis très content qu'au Tchad, ici, il n'y ait pas eu de problème. Il faut aussi qu'on puisse le reconnaître quand ça va dans le bon sens. Parce que je pense qu'il y a au sein des autorités des gens, d'accord, il y a des gens qui nous combattent aussi au sein des autorités ici, hein, ça, il faut qu'on soit clair, mais il y a au sein de ces autorités des gens qui comprennent qu'on ne peut pas parler de souveraineté sans aborder la question de la souveraineté monétaire. Alors, je ne vous coupe pas la parole, mais lorsqu'on voit par exemple ces représailles, est-ce que vous pensez que vous arriverez à bout de votre lutte? Il n'y a aucun combat politique qui n'arrivera à destination sans persécution au préalable. Ça fait partie des règles du jeu. Lorsque j'ai commencé ce combat politique à une époque où je n'avais pas de barbe mais j'avais les cheveux, c'était déjà le deal que j'avais passé avec moi-même. Je savais que rentrer dans ce combat politique, c'était risquer les arrestations, risquer les incarcérations, les menaces de mort, les surveillances et une vie qui est sur le fil. Mais ça fait partie des sacrifices pour que l'on puisse avancer. Il y a une phrase que disait
la mère de mes 2 enfants aînés, elle disait dans sacrifice, il y a sacré. Celui qui se sacrifie le fait pour une cause transcendantale, pour une cause qui le dépasse. Et le combat que nous menons, ce n'est pas pour nous. Moi, je pourrais très bien faire ma vie de mon côté. J'ai construit mes structures et je pourrais être dans la facilité la plus grande. Mais j'ai décidé de me dire que ma vie ne sera pas épanouie tant que le sort collectif de notre peuple ne sera pas amélioré. Et tant qu'une partie des nôtres sera asphyxiée, c'est le peuple africain dans sa globalité qui sera écrasé. Alors, Président, sur cette question, l'Union africaine semble silencieuse. Comment analyser ce silence-là? L'Union africaine, malheureusement, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je pense qu'il faut qu'on le dise. L'Union africaine n'a plus de résonance au sein des populations. Et parce qu'il faut comprendre que l'Union africaine, malheureusement, n'existe que par aussi ses financements. Et quand la quasi-totalité, l'écrasante majorité des financements de l'Union africaine émanent d'entités exogènes et non africaines, vous comprenez que certains sujets liés à notre souveraineté ne peuvent pas être abordés. Et c'est cela qui entache par la suite l'aspect de représentativité de l'Union africaine au sein des masses populaires africaines qui considèrent que c'est une coquille vide, qui n'a plus de poids. Et ce n'est pas faire offense aux responsables de ces structures que de leur dire que s'ils veulent être audibles, il faut qu'ils se mettent à être alignés avec les voix qui sont audibles auprès des peuples africains. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas avancer. Alors, une partie de l'opinion africaine reproche à Kémy Séba, Nathalie Yam et également Franklin Yamsi d'être des binationaux ou de la variété et qui vivent souvent en Occident. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner la bataille du panafricanisme en étant chez les Blancs? Déjà, pour commencer, je ne pense pas que ce soit une partie de l'opinion publique africaine. J'aime bien contextualiser. Il y a une partie souvent de pro-occidentaux qui n'ont pas assez d'éléments et d'argumentation pour nous battre sur le terrain du débat critique et qui essayent de chercher des voies de diversion pour discréditer l'interlocuteur. C'est une technique facile en termes de débat quand on n'a pas la capacité de les battre sur le fond des idées. Moi, pour commencer, je suis rentré en Afrique depuis 2011. Rien ne m'y forçait. Donc quand les gens disent vivre en Occident, je pense qu'on est plus dans la débilité politique qu'autre chose. Et généralement, je n'en parle pas parce que répondre à ce genre d'élucubration, ça serait me baisser, me faire et agir d'une telle manière qu'en réalité, je donnerais plus d'importance à des gens qui n'en méritent pas. La réalité des faits est que le panafricanisme n'est pas né à N'Djamena ou à Cotonou ou à Accra ou à Monrovia ou ailleurs. Le panafricanisme est né en Occident, il est né dans la diaspora, il est né dans des territoires colonisés, d'accord, dans les Amériques. Il n'est pas né en Afrique, sur le continent. Les gens ne connaissent pas l'histoire, donc ils parlent en disant comment ils peuvent mener le combat panafricaniste en étant loin. Mais ce sont des gens qui sont loin du continent africain qui ont créé le panafricanisme. Et par la suite, Nkrumah se l'est légitimement approprié et on a fait un panafricanisme institutionnel sur le continent. Donc ce débat qui consiste à dire les Africains qui sont loin ne peuvent pas mener le combat panafricaniste, c'est un débat de gens qui ne maîtrisent pas la science politique et je ne m'adresse pas à eux généralement. J'essaie de gagner du temps dans le cadre du combat qui est le nôtre. Ensuite, je ne suis pas là pour parler de ma sœur et proche amie, grande sœur Nathalie, ou de l'aîné Franklin Yamsi. Ils sont assez grands pour se défendre et si eux, ils estiment qu'ils doivent répondre à ça, ils y répondront. Moi, ce que je peux vous dire avec simplicité, c'est que je suis né en Occident, je suis rentré sur le continent, j'ai fait ce choix alors que rien ne m'y forçait. Et pendant que certains sont ici, ils sont prêts à tout pour partir là-bas. Moi, je suis né là-bas, je suis venu ici. Je pense que c'est la plus grande des réponses que je peux donner. Nathalie elle-même, elle rentre à chaque fois qu'elle le peut régulièrement. Elle vivait en Côte d'Ivoire, je pense que vous avez tendance à l'oublier. Elle a été expulsée de Côte d'Ivoire et renvoyée en Occident, alors qu'elle avait fait sa vie en Afrique depuis très longtemps. Donc les gens, il faut qu'ils creusent quand ils veulent parler des choses et qu'on puisse être dans l'élévation de la réflexion pour avancer dans un certain nombre d'issues qui sont importantes et vitales pour nos populations. Alors, Président, la même opinion africaine pense que les nouveaux panafricanistes sont très proches des chefs d'État africains qui sont peu regardants sur les droits humains et qui embastillent toute voix discordante dans leur pays. Ne craignez-vous pas d'être taxé de dictature? Bon, déjà, de un, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je pense qu'il faut circonscrire, c'est pas la nouvelle opinion panafricaniste. Je reviens, il y a aujourd'hui une masse critique qui suit le courant panafricaniste que nous illustrons et que nous caractérisons. Cette masse critique
comprend le combat que nous menons et c'est pour cette raison que partout où nous allons, nous réunissons des foules, comme ça a été encore le cas aujourd'hui à N'Djamena. Et comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années dans différents pays. Il y a maintenant, en effet, une minorité, à mon sens, de voix critiques très souvent alignées vis-à-vis des intérêts occidentaux, qui, parce qu'ils ne peuvent pas débattre sur la question de souveraineté, veulent essayer d'être dans des sujets périphériques visant à essayer de nous défaire sur certaines positions en disant que comme on est proche de certains dirigeants, cela signifie qu'on est pas lié à des questions relatives à la justice sociale ou aux droits humains. Vous savez, j'ai une organisation qui a été créée en 2015, que je préside, Urgence panafricaniste, que vous connaissez comme bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Cette organisation a pour axe tripartitionnel la justice sociale, la souveraineté, d'accord? C'est important qu'on le dise, et la défense aussi de notre identité. Aujourd'hui, en ce qui concerne la justice sociale, peu d'organismes font le 10e de ce que nous faisons sur le continent africain en proposant des microcrédits sans intérêt auprès de familles en état d'extrême précarité, en étant proches des populations qui sont dans une sorte d'être ostracisées, d'accord? Nous faisons ce travail. Malheureusement, les médias, ce n'est pas ce dont ils parlent le plus, mais nous le faisons et ceux qui nous suivent attentivement le savent pertinemment. En ce qui concerne les droits humains, il faut préciser la critique qui est énoncée. On parle de quoi? Des pays de l'AES, c'est ça dont vous parlez, je suppose, parce que les seuls dirigeants dont je suis proche, ce sont les dirigeants de l'AES, à quelques exceptions près, en effet, qu'il y a sur le continent africain. Je réponds de la manière la plus simple possible que ces pays sont en guerre. Et quand l'Occident, pour essayer de déstabiliser ces régimes, les accuse de tuer des terroristes ou de tuer des factions déstabilisatrices, moi je réponds que quand l'Occident a bombardé la Libye, ils sont venus parler des droits humains. Quand l'Occident est venu déstabiliser le Sahel, ils sont venus parler des droits humains. Pourquoi quand nous luttons contre le terrorisme, ça devient des crimes et des atteintes aux droits humains? C'est quelque chose qui me pose problème. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Il y a des choses qui doivent être rectifiées, qui doivent être améliorées. Moi, j'en parle en off à qui de droit à chaque fois que j'en ai la possibilité. Mais je refuse les voix pro-occidentales qui viennent donner des leçons, alors que ces dernières ne sont là juste que pour demander quelque part à la puissance néocoloniale de revenir de là où elle a été chassée. D'accord, Président. Si vous me permettez, si aujourd'hui l'opposant tchadien Succès Masra vous invite à un dîner, quelle serait votre réponse? Mais je dîne avec tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème. Je dîne avec tout le monde qui m'invite. Si on est d'accord pour se mettre, en tout cas, dans une démarche d'être aligné sur la question de la souveraineté, moi, je peux parler avec tout le monde. Si, par contre, on n'est pas d'accord sur la question de souveraineté, c'est sûr que je ne vais pas aller manger avec vous. Il y aura peut-être du poison dedans. Mais une chose est certaine, c'est que, je l'ai dit et je l'ai répété, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, on a vu des gens de toutes parts, hein, déjà à différents endroits durant cette semaine, officieusement. On a vu des gens de l'opposition, des gens du régime en place. Et si Masra veut me rencontrer, je pars bientôt. On a nos représentants ici. Moi, je n'ai aucune objection tant qu'on se met d'accord sur la question de l'autodétermination. J'ai eu vent par le passé de propos, à mon sens, peu honnêtes qu'il avait tenus à notre rencontre, où il disait que le panafricanisme, ce n'est pas se soumettre à la Russie. Personne ne se soumet à la Russie. Je pense être une des voix parmi le Sud global qui prône une alliance avec le Sud global en étant très critique, d'accord, de ces alliances et en étant très regardant justement vis-à-vis de ces alliances. Je connais très peu de voix panafricanistes qui ont été capables d'aller en Russie et de dire aux Russes: nous chassons le système néocolonial et nous prenons le partenariat avec des nouvelles forces du Sud global et de la majorité mondiale, mais si vous essayez de faire le millième de ce que les Français ont fait sur le continent, nous vous combattrons. Je l'ai dit en plein Parlement russe. Je connais très peu de dirigeants africains qui ont été capables de le faire. Donc, moi, je suis très aligné sur ma démarche. Par contre, il est évident que je ne suis pas d'accord quand certains politiciens vont se réfugier à l'ambassade des États-Unis ou autre. C'est pas ma conception, parce que s'il y a une puissance déstabilisatrice dans ce monde aujourd'hui et néocoloniale dans ce monde, c'est le gouvernement américain. N'importe qui de renseigner le sait. Donc, je ferme la parenthèse dessus. Et pour revenir à Masra, s'il m'invite et qu'il veut qu'on parle de l'autodétermination, qu'on se mette d'accord sur certains aspects, moi je suis ouvert à la discussion, comme je suis ouvert à la discussion avec des gens au sein des autorités. Je n'ai aucun problème. Ce qui m'intéresse, c'est que les sujets d'autodétermination avancent, que les problématiques liées à la souveraineté politique, économique, culturelle, militaire avancent, et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra avancer en réalité. Ok, Président, beaucoup pensent que la France est l'acteur majeur du néocolonialisme en Afrique. Par contre, vous parlez des États-Unis. Comment expliquer cela? Moi, je pense que l'oligarchie néolibérale est la puissance déstabilisatrice dans ce globalisme que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle. Et
avec l'effondrement du mur de Berlin, le capitalisme a vaincu le communisme. Le communisme aujourd'hui, c'est de la distraction que l'on voit en Occident, même si la grille de lecture marxiste me paraît toujours importante pour analyser les sociétés, même si Marx lui-même s'est inspiré de l'analyse de sociétés traditionnelles sur lesquelles on pourrait revenir. Il n'a rien inventé, il a juste relaté. Mais le capitalisme au XXIe siècle a connu une mutation et est rentré dans une forme de dérégulation extrême. Le capitalisme était déjà problématique par essence, mais a connu sa mutation ultime à travers le néolibéralisme, à la fois économique et sociétal. Et aujourd'hui, l'élite néolibérale est la puissance ultime coloniale. Et la maison mère de l'élite néolibérale, sur le terrain économique, c'est les États-Unis et c'est l'Union européenne. Personne ne pourra le nier. Là où par contre il peut y avoir des nuances, c'est sur le néolibéralisme sociétal, où l'Union européenne est la championne, devant, contrairement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, aux États-Unis ou avec Trump sur le néolibéralisme sociétal, en effet, il est en train de lutter contre ça. Mais ça reste un champion du néolibéralisme économique. Et on ne peut pas être dans une volonté de justice sociale sans critiquer le néolibéralisme économique ou sociétal. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la France n'est pas la seule puissance déstabilisatrice pour nos pays. On l'a vu avec notre frère, le président Ibrahim Traoré. Le gouvernement américain cherche évidemment à tout faire pour le déstabiliser, et au-delà déstabiliser l'AES, parce qu'on parle de lui, mais c'est l'AES globalement qui va le déstabiliser. Il faut qu'on prenne au sérieux les multiples attaques qui nous touchent. Il y a la France, l'oligarchie française, que le peuple français, ce n'est pas lui le responsable numéro un, c'est ses autorités, l'oligarchie européenne et l'oligarchie américaine qui, je pense, doit être regardée attentivement. Et ça ne veut pas dire que l'on accueille naïvement et bêtement les autres puissances, que sont la Chine ou la Russie ou autres, en leur disant « faites ce que vous voulez ». Non, il y a des partenariats, on veut du gagnant-gagnant, d'accord ? L'Iran ou autre, du gagnant-gagnant. Mais nous sommes et nous serons toujours très regardants vis-à-vis de ceux qui viennent désormais commercer avec nos États. Est-ce que cela est une interprétation qui ne dit pas son nom? Interpellation ou interprétation? Oui, interpellation, bien sûr. Vous savez, moi, ma responsabilité en tant que président de l'ONG Urgence Panafricaniste, c'est de ne jeter de fleurs à personne. Tout le monde sait que j'ai mes entrées aujourd'hui dans la plupart des pays du Sud global, que notre ONG a été invitée d'honneur en tant que structure observatrice au sommet des BRICS en Afrique du Sud, d'accord, et que ce soit en Russie, en Iran, au Venezuela, à Cuba, en Turquie, à différents endroits, nous sommes invités et nous avons la possibilité de nous adresser aux autorités. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas un secret. Pourquoi le font-elles? C'est parce que ces pays savent que le futur de l'Afrique, c'est cette nouvelle jeunesse panafricaniste. Et ils savent aujourd'hui que nous avons une voix qui compte partout en Afrique francophone. Donc, ils pensent nécessaire d'avoir des bonnes relations avec nous. C'est de la diplomatie, c'est de la métadiplomatie, et j'y souscris. Mais avoir des relations positives et de convenance ne signifie pas que nous laissons un blanc-seing ou un noir-seing, puisqu'on est en Afrique, à tous ces pays. Nous sommes très regardants sur ce qui est fait. Et ce n'est pas parce que nous privilégions des partenariats avec le Sud global que nous allons nous taire si nous voyons des exactions commises par ces partenaires et qui sont dans une démarche, pour la plupart du temps en tout cas, d'agir positivement, mais qui parfois peuvent avoir des excès. Au Niger récemment, il y a eu une mauvaise attitude d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise chinois, d'accord, sur le territoire nigérien. Les autorités du Niger ont pris leurs responsabilités. C'est ça le panafricanisme au XXIe siècle. C'est un alignement avec nous-mêmes, avec personne d'autre. Et c'est la même chose, la Russie est le partenaire au sein de l'AES, d'accord, qu'on soit clair, mais à la seconde où la Russie fera quelque chose de négatif, nous le dirons aussi. C'est aussi simple que ça. Et on est très fluide, on est très serein dans la démarche qui est la nôtre, parce que nous sommes dans une démarche d'être alignés, et nous disons que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Ça ne sera ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni la Chine, ni la Russie. D'accord? C'est l'Afrique en tant que telle.